Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir le cours Santé, bien-être, maladies chroniques qui fait partie de l'UE 2.3 Santé, maladie, handicap, accident de la vie. Donc nous allons aborder plusieurs concepts que sont le bien-être, la santé, la maladie. Nous explorerons ce qu'est une maladie chronique, comment on la suit, quels objectifs, qu'est-ce que l'observance et comment on peut l'améliorer avec l'éducation thérapeutique. Nous parlerons du rôle des aidants, nous donnerons des notions générales sur la douleur et sur la résilience. Alors, c'est des définitions et des concepts un peu larges, donc nous allons nous aider de vignettes cliniques pour que ce soit plus parlant. Commençons avec Madame M, 36 ans, se plaint de réfléchir plus lentement, elle a moins d'envie et elle renonce à ses projets de vacances. Elle a tendance à s'isoler. Donc, première question que j'aimerais vous poser est quelle démarche adopter pour poser un diagnostic? C'est une démarche diagnostique qui va, qui va être mise en œuvre. Le soignant va analyser les plaintes, c'est ce qu'on appelle la sémiologie, l'étude des signes cliniques. Il va y avoir un recueil des indices des maladies lors d'interrogatoire et une analyse en fonction du contexte. Les plaintes vont pouvoir être hiérarchisées en symptômes, symptômes c'est un signe isolé, en syndrome qui est l'association de plusieurs symptômes souvent reliés à un mécanisme physiopathologique, en tableau de maladie qui est la constatation clinique d'une maladie sans certitude anatomo-clinique, et en diagnostic complet, qui est une constatation anatomopathologique ou la mise en évidence de l'élément biomédical qui détermine la maladie. Lors des résultats de consultation, on va avoir donc des résultats de consultation qui vont être importants lors de l'étude des données épidémiologiques, notamment en soins primaires. Et on sait aujourd'hui dans le système français qu'on connaît finalement peu les résultats de consultation qui se passent hors de l'hôpital. Alors la démarche diagnostique, c'est une démarche intellectuelle qui va partir d'une plainte pour aboutir à un diagnostic. Le diagnostic va se bâtir autour de deux personnes, avec le médecin et le soignant, avec pour objet la maladie, et ça va s'appuyer sur le raisonnement médical. Il y a plusieurs démarches qui vont pouvoir permettre aux soignants de poser un diagnostic. Une démarche logique, une démarche probabiliste et une démarche intuitive. La démarche logique, elle fait appel à l'analogie par rapport à un tableau identique déjà rencontré ou bien par rapport aux connaissances théoriques. La démarche probabiliste, elle met en jeu les connaissances statistiques. C'est la maladie la plus probable qui est diagnostiquée. Et une démarche intuitive qui se base donc sur l'intuition et qui est à bannir. On a souvent une démarche logique dans laquelle entre aussi la démarche probabiliste, puisque par exemple, en pleine épidémie de grippe, on va avoir tendance à aller vers des tableaux de grippe de façon probabiliste, mais il faudra toujours quand même analyser les signes cliniques de façon fine pour rester dans une démarche logique et ne pas passer par exemple à côté d'une pneumopathie aiguë bactérienne. Alors, Madame M, 36 ans, on lui diagnostique un syndrome dépressif modéré. Son traitement antidépresseur est efficace, mais elle a des effets indésirables, notamment une prise de poids, une somnolence. Alors, quel va être notre objectif en tant que soignant? Est-ce que ça va être de prolonger sa vie? Puisque le but, le risque dans un syndrome dépressif, c'est quand même d'avoir des idées suicidaires et un décès par suicide. Ou est-ce que ça va être d'améliorer son bien-être? Et est-ce que finalement on va prendre en compte les effets indésirables de son traitement? Alors pour ça, et pour savoir si on veut prolonger son bien-être, si on veut améliorer son bien-être, il faut définir le bien-être. Il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit le bien-être comme un état qui touche au plaisir, à la réalisation de soi, à l'harmonie avec soi et les autres. Donc c'est une combinaison de plaisir et l'absence de peine, et vous voyez que ça touche soi, mais aussi son relationnel avec les autres, et que donc le bien-être, c'est autre chose que l'état de santé. Et ça touche aussi à comment on vit en société. Donc c'est un sentiment indépendant de la maladie ou de la santé, comme je viens de dire, et on en parle souvent en médecine, euh, en fin de vie, en soins palliatifs, on parle du bien-être, mais c'est une notion qu'on a bien sûr dans plein d'autres situations, et heureusement bien avant les soins palliatifs.
La qualité de vie, c'est quelque chose que l'on peut mesurer par contre. Il y a des instruments qui permettent de mesurer la qualité de vie liée à la santé. Alors il y a des instruments qui vont être du point de vue du professionnel, d'autres du point de vue du patient. Et donc c'est utile aussi en recherche puisque, notamment en cancérologie, on peut s'appuyer non pas sur la survie globale des patients, mais sur la qualité de vie et sur la survie avec une bonne qualité de vie qui sont des critères qui sont pertinents bien sûr pour les patients. Alors passons maintenant à Monsieur T, 23 ans. Donc Monsieur T n'a aucun antécédent médical, il est asymptomatique et il a besoin d'un certificat de bonne santé. C'est comme ça on lui a fait la demande. Peut-être c'est l'endroit où il fait ses études, peut-être son employeur. Voilà, il faut un certificat de bonne santé ou peut-être pour un loisir et qu'il va faire. Alors, les questions que va se poser le soignant, et notamment le médecin qui doit rédiger ce certificat, vont être: Monsieur T est-il en bonne santé? Et la question qu'on va se poser, c'est: un médecin peut-il lui réaliser ce certificat? Alors, à première vue, rien de plus simple que de définir la santé et la maladie. La santé, on pourrait préjuger que c'est l'absence de maladie ou d'infirmité. Pour autant, la santé, c'est un état instable. On sait qu'il arrive des choses imprévues et que des fois les maladies apparaissent de façon brutale. Donc finalement, il n'y a aucune donnée, aucun indicateur qui va pouvoir permettre aux professionnels de santé d'attester de la bonne santé de ce patient. Et donc finalement, je ne peux pas dire que mon patient est en bonne santé. Peut-être qu'il a une maladie qui n'est pas détectable, peut-être qu'il est en bonne santé, mais que si je fais d'autres examens, je vais trouver quelque chose, mais je n'ai pas fait ces examens, donc je ne le sais pas. Puis peut-être qu'aujourd'hui, au moment où je le vois, il est en bonne santé, et que demain, il va survenir un événement de santé qui n'était pas prévisible. Donc on ne peut finalement que constater l'absence apparente de maladie, et donc c'est pour ça que dans les certificats, généralement, on va certifier qu'après examen, ce jour, le patient n'a pas de contre-indication cliniquement décelable à ceci ou cela. On n'a pas de maladie cliniquement décelable. Mais on ne peut faire que ce constat qu'on n'a pas vu de maladie qui était que l'on pouvait constater à l'examen clinique, mais on ne peut pas certifier qu'ils sont en bonne santé. Patient Monsieur R, 57 ans, un autre exemple. Monsieur R vous dit qu'il est en pleine forme. Suite à des prises de sang, on vient de découvrir un diabète de type 2. Alors finalement, est-il en bonne santé? Est-il malade? Ou se sent-il malade même? Parce que Monsieur R, il va très bien. Il a fait sa prise de sang et finalement, on lui découvre un diabète. Et c'est là qu'on va voir que les notions, il y a un continuum de la santé à la maladie, et puis ces notions peuvent être aussi intriquées. Le patient qui se plaint n'est pas forcément un malade. Il y a des patients qui vont se plaindre, mais à qui on ne trouve pas forcément de maladie. Le patient qui ne se plaint de rien, mais qui a des facteurs d'origine maladie, peut le devenir. Le patient qui ne se plaint de rien, mais qui est porteur de lésions précliniques d'une maladie, va le devenir. Et le patient qui se plaint peut développer une maladie aiguë, chronique ou des événements intercurrents. Et puis, il y a des maladies qui, quand elles sont là au début, ne sont pas parlantes cliniquement. Et donc, par exemple, le monsieur dont on parlait, juste avant, il peut avoir un diagnostic de diabète de type 2, donc il a une maladie chronique. Pour autant, il ne ressent rien pour l'instant. Ou alors, il a eu, en effet, il a constaté qu'il buvait un peu plus ou qu'il urinait un peu plus, mais il se sent en pleine forme et il ne l'avait pas noté forcément si vous ne posez pas la question. Donc la santé, c'est une définition de l'OMS en 45, c'est un état de parfait bien-être, physique, mental et social, et non simplement l'absence de maladie ou d'infirmité physique. Donc c'est un état qui va toucher à d'autres sphères que juste physique. Il y a bien sûr la santé mentale, c'est intriqué avec santé physique, il n'y a pas la santé physique d'un côté et la santé mentale, c'est deux choses qui sont intriquées, on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit, mais c'est aussi un état de parfait bien-être social, et donc les décisions que nous prenons dans nos sociétés vont jouer bien sûr sur notre état de santé. Alors Monsieur R, il prend maintenant un traitement pour son diabète de type 2, il prend 3 comprimés de metformine par jour. Son diabète est bien contrôlé. Il vous dit que sa santé est bonne. Finalement, faut-il lui donner raison? Eh bien, on peut lui donner raison ou considérer que
il a une maladie chronique, que peut-être sa santé n'est pas bonne, mais c'est quelque chose de subjectif. C'est tout à fait relatif. La bonne santé, la mauvaise santé, il n'y a pas de critère, d'indicateur qui peut le déterminer. C'est une sensation personnelle d'être en bonne santé. Et plein de maladies peuvent être asymptomatiques pendant très longtemps. Et puis, il y a un vécu de la santé personnelle. Il y a des personnes qui vont être jugées en bonne santé si leur maladie est contrôlée par un traitement. Puis, il y a des patients qui vont se considérer comme en bonne santé parce que ils sont en rémission d'un cancer, et d'autres qui vont se sentir en mauvaise santé parce qu'ils ont des brûlures épigastriques, des brûlures d'estomac, mais qui n'ont aucune maladie. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très relatif à comment on se projette dans la santé et comment la personne appréhende sa douleur. Donc la santé, c'est finalement quand tout fonctionne bien, quand tout ronronne, et on dit généralement que la santé, c'est le silence des organes, et donc c'est vrai que c'est le silence parce que rien ne nous fait mal, mais aussi parce que il n'y a pas de plainte de santé mentale. On peut définir 3 types de santé: la santé physique, la santé mentale, on en a parlé, et puis se développe aussi de plus en plus dans nos sociétés la santé reproductive, avec les parcours de procréation médicale assistée qui permettent à des couples d'accéder, ou à des personnes d'accéder, sans qu'elles soient forcément en couple, d'accéder au fait de devenir parents. Alors la maladie, elle peut être définie par l'altération de la santé dans l'équilibre des êtres vivants. Donc c'est un état de rupture, disait Canguilhem. C'est inhérent à la vie, et il y a plusieurs définitions qui vont être fondées sur des mécanismes. On peut dire une maladie qu'elle est organique quand elle touche un organe, ou fonctionnelle quand on ne constate pas d'atteinte d'un organe. Donc on va pouvoir avoir une maladie définie par l'observation d'une atteinte anatomique, par exemple, une tumeur, une inflammation, une ulcère, une plaie, soit par l'observation d'une atteinte organique, il y a une hypertension, il y a une hypothyroïdie, il y a un reflux gastro-œsophagien, soit par un agent pathogène qui peut être infectieux, chimique, soit par l'intrication de 3 précédents, comme la tuberculose, comme le trouble d'usage de l'alcool, ou par une atteinte fonctionnelle, comme on en voit dans les maladies psychosomatiques, l'hypocondrie, la spasmophilie. On n'a pas mis en évidence d'atteinte anatomique, ni organique, ni pathogène, mais pour autant, il y a une atteinte des fonctions. Alors, Monsieur R, revenons à lui. Donc, vous êtes satisfait que Monsieur R se sente en forme, que son diabète soit bien contrôlé par les médicaments. Vous pouvez vous en féliciter. Et vous discutez avec lui des répercussions de cette annonce du diabète. Quelles sont-elles finalement? On peut penser que là, il va bien, il se sent en forme, son diabète est bien contrôlé, qu'il n'y a pas de répercussions. Pour autant, pour Monsieur R, il peut y avoir des répercussions. La maladie, c'est un nouveau statut. Pour le patient, c'est un changement, et c'est un changement qui peut intervenir brusquement. Juste avant la consultation, il n'avait pas de maladie, vous lui annoncez qu'il a un diabète, il est malade. Et donc il change de statut. Et cette annonce, elle est brutale pour le patient. Et donc il faut bien en avoir conscience quand on est soignant. Ça change vraiment ce statut, ça va changer déjà comment lui se perçoit en premier lieu. Et puis ça peut changer aussi comment les autres le perçoivent, il peut y avoir des conséquences familiales, des conséquences professionnelles. Également, ça change la façon dont la société le perçoit, et donc il va pouvoir peut-être avoir des droits en lien avec cette maladie, comme une affection de longue durée, mais aussi des problématiques s'il doit emprunter pour acheter sa maison, il va y avoir des problèmes d'assurance, ça peut entraîner des coûts supplémentaires, donc il va y avoir des contraintes pour lui. Donc il vous demande, après avoir exploré ça, s'il devra prendre des médicaments toute sa vie. Alors que lui répondez-vous? Comment qualifierez-vous la maladie de Monsieur R? Eh bien, on peut la qualifier de maladie chronique, du grec chronos qui est la notion de temps. Donc c'est des pathologies qui vont évoluer plus ou moins rapidement, pendant plusieurs mois au minimum, avec des complications plus ou moins graves, plus ou moins aiguës. Et dans nombre de cas, elles vont se traduire par un risque d'invalidité, de handicap temporaire ou définitif. Selon le Haut Conseil Santé publique, la maladie chronique se définit comme la présence d'un état pathologique de nature physique, psychologique ou cognitive appelé à durer. Alors eux, ils définissent une durée minimale de 3 mois.
Ils définissent un retentissement sur la vie quotidienne, avec au moins l'un des 3 éléments suivants: une limitation fonctionnelle des activités, une dépendance vis-à-vis d'un médicament ou d'une autre technologie, et la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'une aide, d'une surveillance, d'une prévention. Il y a plusieurs groupes de maladies chroniques, donc des maladies non transmissibles qui peuvent être organiques, les cancers, les pathologies non cancéreuses, les maladies neuropsychiques et puis toutes les maladies transmissibles, notamment le VIH qui cause le syndrome d'immunodéficience acquis, le sida, et les hépatites chroniques. En France, les maladies chroniques sont la première cause de mortalité, et notamment dans ces maladies chroniques, les cancers sont la première cause de mortalité. Il y a également les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque, que sont le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, qui sont tous accessibles à la prévention et qui sont modifiables. Les maladies respiratoires chroniques, la santé mentale et les affections psychiatriques, et puis l'insuffisance rénale chronique terminale. En Europe, les maladies chroniques non transmissibles représentent 86% des décès, dont un tiers sont évitables. Donc vous voyez qu'il y a là la place de la prévention. Et puis 77% de la charge de morbidité sont représentés par ces maladies chroniques non transmissibles, avec un impact majeur bien sûr sur la qualité de vie des Européens et sur les coûts de santé. En France, en 2012, c'était 19 millions de personnes, soit 37% des plus de 15 ans, et le nombre de personnes en affection de longue durée, donc les ALD sont des dispositifs de prise en charge à 100% des soins liés à la pathologie chronique. En 2008, c'était 8,3 millions de patients, et en 2015, 10 millions de patients. Et puis ça va augmenter au vu du vieillissement de la population. Donc sur le plan économique, c'est bien sûr un défi majeur pour le système d'assurance maladie avec des coûts importants. Les objectifs de la prise en charge pour les soignants, ça va être de donner aux patients l'accès à une information, une prise en charge adaptée, des innovations sociales, une nouvelle forme de solidarité. Et bien sûr, la prise en charge de qualité, elle est centrée sur le malade et pas uniquement sur la maladie. On a un patient en face de nous, avec ses représentations et la qualité de vie qu'il va avoir qui découle de son environnement, de ses activités, et donc on va se centrer sur lui. Alors il y a eu plusieurs plans et stratégies qui ont été mis en place par le gouvernement pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques, et vous voyez que l'amélioration de la qualité de vie en fait partie avec plusieurs actions possibles. En étant soignant, finalement, c'est 50% de l'activité, et donc 50% de l'activité du médecin généraliste de prendre en charge les maladies chroniques, avec notamment les hypertensions artérielles, toutes les maladies cardiaques, les patients qui ont des cancers, les personnes en perte d'autonomie, le diabète, voilà, les pathologies aussi chroniques ostéo-articulaires, avec l'arthrose, avec l'ombalgie, voilà, il y a plein de pathologies qui nous occupent au quotidien et qui font que nous sommes loin que de faire de la maladie aiguë. Alors revenons à Monsieur R. Il vous interroge maintenant sur l'évolution dans le temps de son diabète de type 2 et il craint de devoir passer à l'insuline. Souvent, les patients ont des représentations assez négatives de l'insuline. Ils ont souvent vu un grand-père ou une grand-mère se piquer à l'insuline, être amputé. Enfin, voilà, il y a des représentations assez fortes qui sont liées au diabète et qu'il faut explorer pour expliquer que voilà, les traitements ont évolué et la médecine a évolué et que ces complications-là maintenant arrivent rarement. Alors les questions qui se posent sont son diabète va-t-il rester aussi bien contrôlé tout le temps? Alors le diabète, vous savez, c'est dû à un défaut de sécrétion de l'insuline pour le diabète de type 1, mais dans le diabète type 2, c'est aussi et surtout une résistance des cellules au sucre et donc les cellules font moins rentrer le sucre en leur sein pour pouvoir fonctionner, et donc le niveau de glycémie augmente en conséquent dans le sang. Et donc il peut y avoir en effet pour le diabète de type 1 ici des signes d'auto-immunité, une maladie donc immunitaire avec un pancréas qui est attaqué par les anticorps et qui va diminuer sa sécrétion d'insuline et donc une insuline silencieuse, et puis un diabète préclinique avec une traduction, une hyperglycémie que l'on voit,
et puis un petit effet après, généralement, une petite lune de miel, avec une petite rémission spontanée, et puis finalement, voilà, une carence majeure en insuline qui fait que le patient ne peut plus faire rentrer le sucre dans ses cellules et qui va devoir avoir besoin d'insuline, d'un apport extérieur d'insuline par des médicaments. Donc les maladies chroniques, souvent, hein, elles se déclenchent et puis il y a une évolution, une stabilisation ensuite, et puis des rechutes qui peuvent et des aggravations qui peuvent survenir par phases successives. Et donc les dépenses de soins augmentent forcément avec l'évolution des symptômes et l'aggravation, et puis se stabilisent quand la maladie est stabilisée. Les objectifs de la prise en charge, ça va être de prévenir les complications graves, hein, c'est la prévention tertiaire, en maintenant une qualité de vie acceptable. Et dans le cas du diabète, on peut dire qu'un échec serait, par exemple, d'avoir une hémoglobine glyquée qui est le reflet de la glycémie sur les 3 derniers mois supérieur à 8%. On est quand même dans des taux qui sont trop importants, ou l'apparition d'une complication et ou la détérioration majeure de la qualité de vie. Ces 3 critères indépendamment peuvent être un échec. Donc lui, monsieur R, il avait de la diarrhée en débutant la metformine et maintenant il a plus de diarrhée. Donc vous êtes content, son diabète est équilibré, bon, et puis finalement plus d'effets indésirables. Alors quelle question devez-vous vous poser? Finalement, vous dites bon, ben il a une bonne tolérance à son traitement, c'est une bonne chose, il doit encore s'adapter. Est-ce qu'il y a une autre explication possible? Eh bien oui, il y a une explication qui peut être qu'il ne prend plus son traitement et qu'on perd de vue trop souvent, et alors qu'on sait que finalement moins d'un patient sur deux va suivre les recommandations qu'on lui a données. Et donc il y a une non-observance qui est majeure, et on sait que l'OMS dit que résoudre le problème de la non-observance thérapeutique serait plus efficace que l'avènement de n'importe quel nouveau progrès biomédical. Donc finalement, si on arrive à discuter avec les patients, à faire de l'éducation thérapeutique, à les encourager à prendre leur traitement, ça serait une amélioration de l'état de santé global aussi importante qu'un nouveau progrès biomédical. Donc ça concerne le dépistage, ça concerne se rendre en consultation, les prises de médicaments, les modifications de style de vie, pratiquer une activité physique, mettre en place des règles hygiéno-diététiques de qualité. Tout ça, ça fait partie intégrante du traitement. Il peut y avoir plein de causes, hein, cette non-observance. Alors là, on parlait de la metformine, c'est un produit qu'on prend par la bouche. Il peut y avoir des problèmes des injections, le fait de faire les piqûres au bout du doigt, des mauvaises techniques. Il peut y avoir des causes psychologiques aussi, le refus de la maladie, des techniques, des processus de défense qui se mettent en place quand on annonce une maladie à un patient, qui fait qu'il peut ne pas être observé en traitement et qu'il va falloir prendre en compte. Et puis toute maladie chronique peut s'accompagner bien sûr d'un risque pour la santé mentale, d'un risque de dépression qu'il faut évaluer. Alors passons maintenant à Jean, 13 ans, donc bien plus jeune. Il est essoufflé quand il fait du sport. Il a également tendance à tousser la nuit et le diagnostic d'asthme est posé. Il vous dit qu'il ne fait plus de crise d'asthme et qu'il n'a donc plus besoin de son traitement. Au bout de quelques temps, disons quelques mois, quelques années. Alors qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Jean? Eh bien, on va lui dire que l'asthme est une maladie chronique. Et donc, il y a une hyperactivité bronchique et surtout une inflammation de la muqueuse qui va être chronique et qui va faire que les petites bronches vont être plus resserrées et que donc l'expiration se fait moins bien. C'est une maladie chronique et donc c'est une maladie qui peut toujours être présente, et même si elle est bien équilibrée et qu'il n'y a plus de crise d'asthme, elle peut resurvenir plusieurs mois ou plusieurs années après. Donc on va l'encourager à continuer son traitement. On va lui expliquer comment agit son traitement, après lui avoir expliqué exactement ce qu'est l'asthme et quelle est cette maladie, pour qu'il comprenne bien que c'est une maladie chronique. Alors qu'est-ce qu'on lui propose? En fait, le fait d'expliquer, d'informer cette maladie, ça correspond à l'éducation thérapeutique. Ça correspond à l'éducation thérapeutique puisqu'on va faire un bilan un peu de ce qu'a besoin de savoir Jean et on va essayer de lui apporter. Donc on peut faire ça de façon, il peut y avoir d'éducation thérapeutique individuelle, mais il peut aussi y avoir d'éducation thérapeutique en groupe. C'est de l'éducation pour la santé du patient, c'est de l'éducation du patient à sa maladie, et l'éducation thérapeutique plus précisément va se définir par l'aide
aider le patient pour son traitement, aider le patient pour savoir ce qu'est la maladie, pour savoir quels sont les signes d'alerte. Voilà, il peut y avoir plein d'objectifs différents en fonction de ce qu'a besoin de savoir le patient. Ça va être vraiment centré sur le patient, mais ça peut aussi s'intégrer sur des objectifs de sa vie quotidienne, son environnement. Ça peut aussi être fait de façon collaborative avec sa famille, son entourage, qui a peut-être besoin de savoir, notamment dans le cas d'un enfant, qui a besoin peut-être d'acquérir certaines compétences pour gérer la maladie. Et donc, voilà, on va avoir des professionnels de santé qui vont se former à l'éducation thérapeutique, qui vont pouvoir mettre en place de l'éducation thérapeutique à l'hôpital ou en ville, en groupe ou en individuel pour aider les gens à mieux gérer sa maladie et à être autonome dans sa maladie. Le patient doit être en mesure de contribuer lui-même à maintenir ou à améliorer sa qualité de vie, c'est ça l'objectif. Et finalement, on sait que le seul facteur qui corrèle à l'observance, c'est ni l'âge, ni le sexe, ni le niveau socioculturel, mais c'est la qualité de la relation thérapeutique. Et donc, en se mettant dans une relation de partenariat au moyen d'éducation thérapeutique, on va aider à avoir une bonne relation thérapeutique et à ce que Jean puisse gérer sa maladie au mieux. Donc ça va dépendre de la communication verbale et non verbale, bien sûr. Il y a plein de choses qui jouent sur la relation, hein, et finalement il y a beaucoup de choses qui passent par le non verbal. Et on doit rester dans une attitude empathique et discuter les options. Discuter les options, c'est aussi, c'est pas seulement discuter les options, c'est respecter le choix du patient et peut-être que Jean, il décidera, j'ai pas forcément d'exemple là particulier, mais il décidera de mettre en place telle ou telle option pour sa maladie et que vous auriez pas forcément choisi vous, mais vous allez en discuter, trouver les avantages et les inconvénients de telle ou telle méthode ou de telle ou telle attitude, et c'est lui qui va choisir ce qu'il met en place pour sa maladie. On fait un diagnostic éducatif pour prendre en compte les besoins du patient. On va ensuite faire un contrat d'objectifs, et puis après avoir défini ces objectifs, on va pouvoir mettre en place des méthodes pour arriver au résultat. Les objectifs, ils peuvent concerner plusieurs domaines, que ce soit cognitif, psycho-affectif, que ce soit opérationnel, que ce soit de sécurité, sur la mise en danger de la vie, dans la vie quotidienne. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut aborder. Voilà un exemple d'action qu'on peut entreprendre en relation avec les objectifs. Alors, passons à Madame V, 48 ans. Madame V, elle a des antécédents familiaux de cancer du sein au premier degré. Elle a réalisé une mammographie. Alors, dans quel cadre a-t-elle réalisé cette mammographie? Si elle a 48 ans, elle a des antécédents de cancer du sein, de premier degré, donc sa mère ou sa sœur, quelqu'un de proche. Ça va être dans le cadre du dépistage. Elle n'a pas de signes, elle n'est pas malade, mais on cherche à mettre en évidence à un stade infraclinique des maladies potentiellement graves. Il y a des critères de recours au dépistage qui sont définis, et il peut être envisagé dans le cadre d'une campagne, ce qu'on appelle le dépistage organisé, ou dans le cadre d'un contexte individuel. Dans le cadre de notre patiente, le dépistage organisé du cancer du sein, c'est à partir de 50 ans. Donc là, elle a 48 ans, elle a un antécédent personnel au premier degré, donc dans un contexte de dépistage individuel, au vu de ses facteurs de risque, on lui a proposé un dépistage. Le dépistage des cancers, c'est la prévention primaire. Et il y a 4 cancers pour lesquels il y a du dépistage organisé, pour le sein, pour le dépistage, pas forcément organisé d'ailleurs, mais du dépistage de cancer, le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer du col de l'utérus et le mélanome. Alors le dépistage organisé, il est pour le cancer du sein, pour le cancer du col de l'utérus et pour le cancer colorectal, où on va avoir une invitation à aller faire des mammographies à partir de 50 ans pour les femmes, où on va avoir de la même façon pour les femmes et les hommes à partir de 50 ans, ils vont recevoir des petits prélèvements de sel à faire pour rechercher s'il y a du sang, et pour
les femmes à partir de 25 ans, le dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis. Et le dépistage du cancer de la peau se fait par la consultation dermatologie sans examen plus poussé que l'examen cutané régulier par la dermatologue. Et c'est pas de façon organisée. Alors, le dépistage, c'est différent du diagnostic. On va rechercher une anomalie préclinique. Généralement, dans le continuum, il y a une altération biologique, puis il y a une anomalie préclinique. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en évidence une anomalie, mais qui n'entraîne pas encore de signe clinique. Et puis après, on va avoir une anomalie clinique. Et après, donc là, on va être au stade de la maladie. Et ensuite, des conséquences de la maladie. Le diagnostic peut se faire dès qu'il y a une anomalie clinique. Le dépistage, il intervient avant. Alors, plusieurs critères pour le choix d'un programme de dépistage, 10 principes. Il faut que ce soit une maladie qui constitue une menace grave de santé publique, qui ait un traitement d'efficacité démontré, qui ait des moyens appropriés de diagnostic et de traitement à notre disposition, qu'on puisse connaître l'histoire naturelle de la maladie pour pouvoir faire un dépistage, que la maladie soit décelable pendant la phase d'attente, sinon c'est pas possible de la dépister, qu'il existe un examen de dépistage efficace, il faut qu'il soit efficace, mais qu'il faut aussi qu'il soit acceptable pour la population, qu'on connaisse quelle est la population cible, qu'on les choisit, qu'il y ait un coût qui soit aussi acceptable pour la société, bien sûr, et qu'il y ait une continuité d'action dans la recherche de cas, c'est-à-dire qu'on puisse proposer ensuite un diagnostic et une prise en charge appropriée. Les avantages du dépistage au niveau de l'individu, c'est une amélioration du pronostic, des traitements moins lourds puisqu'ils interviennent à des stades plus précoces, une économie donc de moyens et une réassurance pour ceux qui ont un dépistage négatif et qui ne développent pas la maladie. Pour la collectivité, les avantages sont notamment au niveau des maladies transmissibles sans traitement qui peuvent être prévenues comme cela. Concernant les inconvénients, il y a une durée plus longue de la maladie, ce pronostic n'est pas amélioré. Bien sûr, si on trouve la maladie avant, mais qu'on n'a pas de traitement pour que ça s'améliore, que le pronostic soit amélioré, les gens restent restent malades plus longtemps. Il y a un risque de traiter inutilement des anomalies problématiques. Il y a des effets iatrogènes, des examens, une anxiété en cas de résultats qui seraient faussement positifs. Voilà, il y a bien sûr des coûts, des risques liés aux faux négatifs également, des gens qui vont être faussement rassurés alors qu'en fait ils vont développer la maladie, et des risques qui peuvent être liés au dépistage lui-même. Donc le dépistage, ça va être de déclarer malade une personne jusque-là considérée comme bien portante, et donc le comportement de la personne dépistée va changer, et donc il y a des conséquences psychologiques bien sûr et sociales d'un résultat qui soit positif ou négatif. Alors revenons à Madame V. Les examens d'imagerie ont révélé une anomalie classée ACR5, donc une maladie, une anomalie qui justifie d'aller voir ce qu'il y a parce qu'il y a une forte probabilité que ce soit cancéreux. L'analyse des biopsies de cette masse ont retrouvé des cellules cancéreuses, justement. Donc dans quelles conditions va-t-on lui annoncer sa maladie? Eh bien, c'est le moment de l'annonce du diagnostic. C'est un moment essentiel. Il va falloir se décentrer de la maladie, s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi. C'est un moment qui sera toujours vécu de façon assez brutale par le patient, puisqu'on a vu qu'il passait pour lui d'un patient d'un statut de non malade à un statut de malade. Et donc, il ne faut pas l'envahir d'informations, d'explications, de recommandations. On sait que c'est des moments où finalement peu de choses vont être retenues. Il y a quand même un choc dû à cette annonce. Il faut ouvrir un espace d'écoute, écouter les mots, les émotions de la personne. Et puis, il va se positionner, se jouer la possibilité d'un travail de deuil sur la personne non malade qu'on était avant. Et donc, il va surtout falloir rester à l'écoute des émotions du patient. Alors maintenant, la consultation d'annonce, elle est codifiée. Ça a été une mesure du plan cancer qui date maintenant de 2003-2007, avec plusieurs temps, un temps médical comprenant l'annonce du diagnostic, la proposition de traitement, le temps d'accompagnement soignant avec une consultation infirmière dédiée, du temps de soutien proposant un accompagnement social, l'accès à différents soins de support, et le temps d'articulation avec la médecine de ville. La consultation paramédicale, après la consultation médicale, elle va pouvoir permettre de compléter les informations médicales reçues, de redire les informations aussi qui n'ont pas pu être entendues du fait de l'annonce qui a été vécue plus ou moins difficilement.
Informer le patient sur ses droits, sur les associations qui peuvent lui venir en aide, et puis expliquer la planification des rendez-vous, donner les documents concernant la maladie, reprendre un certain nombre de choses. Lorsqu'une personne apprend qu'elle souffre d'une maladie chronique, elle a besoin de temps pour arriver à l'accepter. Il faut se détacher voilà, de son vécu antérieur, de personnes bien portantes, et s'investir dans sa nouvelle situation, si c'est possible positivement, mais c'est pas toujours évident. Donc pour Madame V, elle a été opérée, la masse a été retirée et le sein reconstruit. Donc quelle aurait été l'évolution de sa maladie si elle n'avait pas eu de traitement? Eh bien, dans un processus de cancer, donc on a au départ une cellule normale avec une qui a muté, et puis finalement les cellules, il y a des anomalies, des cellules précancéreuses qui vont se transformer petit à petit en cellules cancéreuses et envahir toutes les cellules bien portantes. Et donc il va y avoir une tumeur qui se développe. Cette tumeur, elle peut être localisée, ce qu'on appelle un carcinome in situ, et il peut y avoir ensuite des tumeurs primitives plus importantes qu'on va classer en fonction de leur taille, et puis des tumeurs que vous voyez sur la dernière image qui vont envahir en bas à droite, qui vont envahir la paroi, qui vont pouvoir ensuite aller égrener la paroi d'un vaisseau et se disséminer ailleurs. Pour le cancer du col de l'utérus, pareil, on définit plusieurs stades en fonction de l'étendue de la tumeur. Idem pour le cancer colorectal, qui va pouvoir s'étendre aux nœuds lymphatiques rapidement, puisqu'il y en a beaucoup à proximité, donc il va aller dans le tissu lymphatique et dans les vaisseaux. Le plan de traitement d'un cancer, c'est la chirurgie quand on peut, et c'est souvent de bons pronostics, la chimiothérapie quand on a des chimiothérapies efficaces et la radiothérapie en fonction des cancers. On va surveiller bien sûr la guérison, l'apparition d'une récidive après, et la stabilisation des lésions si on n'a pas pu guérir le cancer. Et donc on va se retrouver avec des traitements de plus en plus efficaces dans une chronicisation de ces cancers et des patients pour lesquels finalement on va obtenir des rémissions. Et dans certains cancers, aujourd'hui, on parle même de guérison. Alors pour Madame V, elle était en rémission, mais 3 ans après, malheureusement, on découvre un cancer du sein gauche sur un bilan de contrôle. Et son cancer est déjà métastasé au foie et aux os. Elle a déjà eu 2 lignes de chimiothérapie qui n'ont pas permis de faire régresser les tumeurs. Elle vous exprime son refus de soins car on ne peut plus rien faire pour elle, dit-elle. Donc que lui expliquez-vous sur la phase de la maladie atteinte? Alors nous sommes dans une phase de soins palliatifs. Nous avons essayé de guérir cette patiente, il y a eu de la chimiothérapie qui a été faite, il y a eu des soins initiaux, de la chirurgie, mais voilà, l'espoir de guérison, là maintenant que les métastases n'ont pas réagi à la chimiothérapie, sont éteintes, et donc on n'a pas d'espoir de guérison. Donc on est parti de la période curative et on rentre dans la période palliative. Alors ce passage de la période curative à la période palliative se fait progressivement, on passe pas du jour au lendemain. Petit à petit, on a moins de traitements spécifiques, et donc on va avoir des traitements non spécifiques de la maladie. Alors, soins palliatifs, la période palliative, ça ne veut pas dire qu'on va décéder de suite, ça veut dire qu'on n'a plus de traitement spécifique, qu'on n'a plus d'espoir de rémission, on ne peut plus guérir, et donc on peut plus guérir, on peut plus être en rémission, et donc pour autant on va avoir des traitements non spécifiques qui vont se concentrer sur la douleur, sur un accompagnement social de la personne, et qui vont pouvoir maintenir une qualité de vie aussi bonne que possible, jusqu'au décès. Et la période vraiment où on n'a plus que des traitements non spécifiques, ça va être vraiment la phase terminale. Donc les soins palliatifs, c'est qu'on n'a plus l'espoir de guérison, mais avant ça, les soins de support, qu'on appelle les soins de support, vont être dès le début tout ce qui va accompagner la qualité de vie du patient. Ça peut être des soins de support psychologique, un accompagnement social qui vont être en place. Alors on a l'habitude de parler de prévention primaire, prévenir l'apparition d'une lésion, prévention secondaire pour prévenir les complications de la maladie, prévention tertiaire
pour empêcher que ces complications soient accompagnées de trop de handicap. Et puis la prévention quaternaire, c'est une autre prévention qui va être menée pour identifier un patient ou une population à risque de surmédicalisation. C'est pour empêcher un peu tout ce qui va être relatif à des interventions médicales invasives ou abusives en lui proposant des procédures de soins éthiquement acceptables. Donc ça va être de limiter les iatrogénies et de limiter les actes médicaux inutiles. Alors maintenant, nous allons parler de Madame V, 88 ans, qui a des douleurs osseuses importantes. Et donc nous passons un peu sur la notion de douleur et on va parler de l'évaluation de sa douleur. Alors la douleur, elle peut être évaluée en auto-évaluation par une échelle numérique, par une échelle verbale simple ou par une échelle visuelle analogique. Donc, ou vous lui demandez sur une échelle de 0 à 10 combien elle a mal, ou vous faites l'échelle visuelle analogique avec la petite réglette. Il y a des questionnaires qui existent différents en fonction de ce qu'on veut évaluer et souvent utilisés en recherche. Et puis quand les patients ne peuvent pas s'exprimer, il y a une hétéroévaluation qui est possible. Des échelles comportementales peuvent être utilisées, Dolo plus chez la personne âgée douloureuse, des planches de visage chez l'enfant. Différents types de douleurs qu'on va définir, la douleur aiguë, qui est de courte durée, qui disparaît en quelques heures ou en quelques semaines, qui sont dues à une cause précise, connue ou non, et qui n'est pas forcément en lien avec l'intensité de la douleur. Quand on dit douleur aiguë, c'est une douleur de courte durée. Et puis la douleur chronique, qui est une douleur qui évolue et qui va durer depuis 3 à 6 mois, malgré un traitement antidouleur. Elle peut persister parfois, même si la cause de la douleur a disparu. Elle est plus difficile à comprendre et c'est une douleur chronique qui va vraiment devenir une maladie. Elle va envahir la vie de la personne sur le plan physique et moral. Et donc l'objectif est de bien traiter les douleurs aiguës pour éviter qu'elles se chronicisent. Et il y a des douleurs qu'on va définir également selon le type de douleur. Une douleur nociceptive, qui est vraiment due à une lésion, qui est le plus fréquent, notamment au cours de la progression d'un cancer par exemple. C'est une douleur localisée, sur lesquelles les antalgiques vont être efficaces. Et puis il y a des douleurs neuropathiques qui vont être vraiment une douleur due à la stimulation douloureuse au niveau des terminaisons nerveuses et tissus cutanés, musculaires, articulaires, viscéraux. Et donc ça, c'est une intensité variable, ces douleurs qui vont plutôt se caractériser par des sensations de fourmillement, de décharge électrique, d'hypersensibilité au niveau cutané. Et il y a des échelles spécifiques comme l'échelle DN4 qui vont pouvoir l'évaluer. Voilà, donc les douleurs neuropathiques peuvent aussi s'accompagner de sensations d'hyperalgésie ou d'hyperesthésie avec sensibilité douloureuse exagérée, ou une sensibilité cutanée exagérée. Il y a des douleurs psychogènes aussi, qui peuvent être associées à d'autres types de douleurs, avec une composante psychologique importante, ou pour lesquelles on a besoin de l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue souvent. Alors il y a des antalgiques avec des paliers d'antalgiques qui sont définis, qui sont valables seulement pour les douleurs cancéreuses. Dans les douleurs cancéreuses, on définit les antalgiques de palier 1, de palier 2, de palier 3, et on fait une escalade thérapeutique en fonction de la douleur. Alors passons maintenant, sortons de la douleur et allons voir Madame Y, 88 ans, qui a une démence de type Alzheimer, qui évolue depuis 20 ans. Elle a perdu l'usage de la marche, elle est donc alitée. Elle vit à domicile, sa fille est maintenant retraitée et s'occupe d'elle. Alors que pensez-vous de sa fille? Quel rôle lui prêtez-vous? Et est-ce que vous pensez que sa fille a des risques particuliers pour sa santé du fait de s'occuper de sa mère? Alors sa fille, elle a un rôle d'aidant pour sa mère, c'est l'aidante principale de sa maman. Et depuis certaines années, on se préoccupe de la santé des aidants, puisqu'il est bien défini maintenant que les aidants ont une santé qui va décroître. Alors pas forcément quand ils vont aider leurs proches, parce qu'ils vont être occupés par ça, mais généralement quand leur proche va décéder, ils vont développer tout un tas de maladies. Et donc il y a des plans qui sont maintenant mis en place pour aider les aidants. Un aidant, c'est toute personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente
à titre non professionnel, hein, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc souvent c'est un proche, c'est un enfant, c'est un conjoint. Voilà, ça peut être aussi, c'est souvent un adulte, mais ça peut être un enfant qui aide son parent atteint d'une pathologie mentale, hein. Donc, le nombre d'aidants en France, c'est 8 à 11 millions de personnes, hein. Donc, c'est un Français sur 6, hein, ça concerne beaucoup de personnes. 90% aident un membre de leur famille, dont 52% un de leurs parents. 37% des aidants sont âgés de 50 à 64 ans. Beaucoup de femmes, enfin, une majorité de femmes, en tout cas, et 8 sur 10 qui ont le sentiment de ne pas être suffisamment aidés. Et généralement, ils ont du mal à concilier leur rôle d'aidant avec leur vie professionnelle, hein, c'est pour 44%, c'est important. Et puis 31% vont délaisser leur propre santé. Donc c'est pour ça que souvent, on va avoir une aggravation des pathologies insidieuses qui n'est pas forcément vue, mais des problèmes de santé qui vont survenir. Et une décompensation souvent d'état de santé après le décès de la personne aidée. Donc la priorité numéro 1, c'est de rompre l'isolement des proches aidants, de les soutenir au quotidien dans leur rôle, de leur ouvrir de nouveaux droits sociaux pour qu'ils puissent faciliter leur démarche administrative et être plus aidés, leur permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle, accroître et diversifier les solutions de répit, hein, les hospitalisations par exemple pour répit, pour qu'ils puissent prendre des vacances, s'occuper d'eux quand ils en ont besoin, ou simplement avoir un moment de répit parce qu'ils sont épuisés. Et agir pour la santé des proches aidants, et notamment des choses simples qu'on peut faire en tant que soignant, c'est de les recevoir à part de la personne soignée, ou de leur conseiller d'avoir un autre médecin que nous, par exemple si on suit la personne aidée, parce que finalement on va parler de la personne aidée, on va pas être centré sur leur santé, et on sait que ça va être délétère. Et puis la priorité numéro 6, c'est d'épauler les jeunes aidants, hein. Il y en a 40% qui ont moins de 20 ans et 13% qui ont entre 13 et 16 ans. Donc vous imaginez la charge pour ces jeunes personnes qui sont encore en pleine construction psychique, et pour qui ça a vraiment un impact sur leur santé plus tard. Donc il y a eu un plan là-dedans avec la dernière ministre, enfin l'avant-dernière, la dernière ministre, avec l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est prévu pour 3 ans pour aider les aidants. Alors continuons avec Madame X, 53 ans, une des dernières vignettes, je vous rassure. Elle a fait une sérologie VIH suite à des rapports sexuels non protégés avec un nouveau partenaire. Sa sérologie est positive, et les autres examens confirmeront par la suite son infection par le virus du VIH. Elle vous demande si les médicaments permettront de la guérir. Et donc il faut lui expliquer à cette patiente que là, elle est contaminée par le virus du VIH, mais qu'elle n'est pas encore au stade du sida. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est la destruction du système immunitaire. Donc, est en cause le virus du sida, qui se transmet par 3 différents modes de transmission, par voie sexuelle, comme c'est son cas, mais ça peut être aussi par voie sanguine, notamment chez l'usager de drogues injectables, lors des transfusions par le passé, et des accidents d'exposition au sang pour les professionnels de santé, et de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement et de l'allaitement, même si ce risque maintenant, chez les mères qui sont traitées dans les pays développés, est très très faible. Et donc le sida, ça va être une phase qui survient à de nombreuses années maintenant après l'exposition au virus du VIH. Donc ce virus, il va rester dans le sang de la personne, hein, il va être plus ou moins indétectable. Vous voyez, au bout de 3 mois, il est moins détectable, et il peut rester longtemps quiescent, et puis après la virémie va augmenter. Ce virus, il va s'attaquer aux lymphocytes du sujet, avec les taux de CD8 qui vont augmenter, vous voyez, et les taux de CD4, par contre, ces lymphocytes-là, et bien vous voyez, ils vont diminuer petit à petit. Et donc, il va y avoir des infections qui vont survenir. Les médicaments peuvent permettre une rémission. Elle peut être partielle ou elle peut être complète. Donc la rémission, ce n'est pas une guérison. On ne peut pas
supprimer le virus du corps de la personne quand elle est infectée, mais on va essayer de contrôler sa réplication. Donc 15 ans après, Madame X a présenté une chute de ses lymphocytes CD4, et donc là, on va prendre un traitement antirétroviral pour essayer de contrôler cela. Elle a eu un suivi psychologique pour accepter sa maladie pendant plusieurs années, puisqu'il y a quand même si elle n'était pas forcément malade et que le taux de la virémie était faible, il y a quand même un impact sur sa vie sexuelle, hein, sur ses partenaires qu'elle devra informer de son infection. Et donc maintenant qu'elle est, ces 4 ont baissé, qu'elle a un traitement, elle a pour autant fait plusieurs épisodes d'infection opportunistes et elle est maintenant familière des hôpitaux. Elle intervient dans les lycées pour faire des ateliers de prévention contre les infections sexuellement transmissibles et témoigner de son expérience. Alors, comment qualifieriez-vous son état d'acceptation face à sa maladie? Bien, finalement, c'est ce qu'on va appeler la résilience. C'est la capacité pour un individu de rebondir après un traumatisme ou un cumul de traumatismes. C'est pas donné à tout le monde, hein, c'est une étape difficile que certains arriveront à atteindre et d'autres non. 2 étapes, la confrontation avec le traumatisme et puis la reconstruction positive. Les situations qui peuvent être traumatisantes sont multiples, hein. Ça peut être l'incertitude, ça peut être un événement attendu qui ne se produit pas, des événements inattendus, des catastrophes, des situations douloureuses. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être traumatisantes. Le rôle du soignant, ça va être vraiment de savoir être avec le patient, de savoir l'accompagner, d'avoir une bonne relation de confiance avec lui et de pouvoir autonomiser le patient dans sa maladie pour qu'il puisse acquérir ce stade de résilience. Et donc ça va être quelque chose qu'on va essayer d'atteindre avec les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est difficile, hein, tout le monde ne peut pas arriver à ce stade de résilience et ça dépend des capacités intrinsèques de l'individu et de l'accompagnement qu'on va pouvoir lui offrir. Et donc c'est pour ça que voilà, les maladies chroniques, comme vous l'avez compris, vont occuper un grand part de votre rôle de soignant et que votre relationnel et vos compétences pour accompagner les patients vont être importantes.